Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement absolument historique qui est en train de transformer complètement le visage géopolitique de l'Afrique. L'Éthiopie, ce géant de l'Afrique de l'Est qui n'a jamais été colonisé, vient de prendre une décision qui fait trembler les anciennes puissances coloniales et qui annonce une nouvelle ère de souveraineté pour tout le continent africain. Nous allons découvrir ensemble pourquoi l'Éthiopie a décidé de rejoindre l'Alliance des États du Sahel et quelles sont les conséquences monumentales de ce rapprochement stratégique pour l'avenir de l'Afrique. Si vous ne voulez pas manquer cette analyse exclusive et percutante, n'oubliez surtout pas de laisser un like à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines publications. Restez avec nous car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de la dynamique actuelle sur le continent africain. L'Éthiopie, berceau de civilisation ancienne et symbole de la résistance africaine face au colonialisme, vient d'accomplir un geste historique en rejoignant l'Alliance des États du Sahel. Cette décision marque un tournant décisif dans la recomposition des alliances sur le continent africain et témoigne d'une volonté collective de redéfinir les rapports de force qui ont longtemps maintenu l'Afrique dans une position de subordination vis-à-vis des puissances occidentales. Le choix d'Addis-Abeba n'est pas anodin, car cette capitale abrite déjà le siège de l'Union africaine et dispose d'une légitimité historique incontestable dans les cercles diplomatiques africains. En adhérant à cette alliance révolutionnaire composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, l'Éthiopie apporte non seulement son poids démographique et stratégique, mais aussi une dimension symbolique qui résonne dans toute l'Afrique. Cette adhésion représente un désaveu cinglant des structures néocoloniales qui ont entravé le développement africain depuis les indépendances formelles des années 60. Les dirigeants éthiopiens ont compris que la véritable indépendance ne se limite pas aux symboles protocolaires, mais implique une rupture radicale avec les mécanismes d'exploitation économique et de domination politique qui persistent sous des formes renouvelées. La décision éthiopienne s'inscrit dans un contexte continental où les populations africaines expriment de plus en plus ouvertement leur rejet des ingérences étrangères et leur aspiration à une souveraineté authentique. Les mouvements de jeunesse à travers tout le continent réclament avec une vigueur croissante la fin des bases militaires étrangères, l'abandon des monnaies coloniales comme le franc CFA et la renégociation des contrats léonins qui permettent aux multinationales occidentales de piller les ressources africaines tout en laissant les populations dans la misère. L'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée et qui a su préserver une certaine autonomie dans ses choix stratégiques, comprend parfaitement les aspirations de cette jeunesse africaine assoiffée de dignité et de justice. Son ralliement à l'AES constitue donc une validation puissante des orientations prises par les pays sahéliens qui ont osé défier l'ordre établi en expulsant les troupes françaises et en remettant en question les accords de coopération hérités de l'époque coloniale. Cette convergence entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest crée une dynamique nouvelle qui pourrait transformer radicalement le paysage géopolitique africain dans les années à venir. Sur le plan économique, l'adhésion de l'Éthiopie à l'Alliance des États du Sahel ouvre des perspectives considérables pour le développement d'une économie africaine intégrée et orientée vers les besoins réels des populations plutôt que vers la satisfaction des appétits des investisseurs étrangers. L'Éthiopie dispose d'un potentiel industriel important, d'une main-d'œuvre abondante et d'une expérience significative dans le développement d'infrastructures majeures, comme le barrage de la Renaissance, qui a démontré la capacité africaine à réaliser des projets d'envergure malgré les pressions internationales. En s'associant aux pays sahéliens riches en ressources minières et énergétiques, l'Éthiopie contribue à créer un espace économique cohérent où les complémentarités peuvent être valorisées au profit mutuel des peuples africains. Cette intégration économique renforcée permettra également de réduire la dépendance vis-à-vis des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui ont imposé pendant des décennies des programmes d'ajustement structurel dévastateurs pour les économies africaines. La création de circuits financiers alternatifs, l'établissement de monnaies régionales souveraines et le développement de systèmes de paiement indépendants constituent des objectifs prioritaires pour cette alliance émergente qui refuse de continuer à jouer selon les règles édictées à Washington, Paris ou Bruxelles. La dimension sécuritaire représente un autre aspect crucial de cette adhésion éthiopienne à l'Alliance des États du Sahel, car les défis liés au terrorisme et à l'instabilité régionale nécessitent des réponses coordonnées et adaptées aux réalités africaines. L'Éthiopie a acquis une expertise militaire considérable à travers son implication dans diverses opérations de maintien de la paix en Afrique et dispose de forces armées aguerries capables de contribuer efficacement à la sécurisation de l'espace sahélien. Cette coopération militaire renforcée permettra de développer des stratégies de défense collective qui ne dépendent plus des puissances occidentales dont les interventions ont souvent aggravé les problèmes qu'elles prétendaient résoudre, comme l'a dramatiquement démontré l'intervention franco-occidentale en Libye qui a déstabilisé toute la région sahélo-saharienne. Les pays de l'AES élargi pourront ainsi mutualiser leurs moyens, partager leurs renseignements et coordonner leurs actions pour faire face aux menaces sécuritaires sans avoir à quémander l'assistance de partenaires étrangers qui conditionnent toujours leur aide à des contreparties politiques et économiques inacceptables. Cette autonomisation sécuritaire constitue un prérequis indispensable pour l'affirmation d'une souveraineté réelle et la construction d'un ordre africain fondé sur les intérêts des peuples africains plutôt que sur les calculs géostratégiques des anciennes puissances coloniales.
L'impact diplomatique de cette adhésion éthiopienne résonne bien au-delà des frontières de l'Alliance des États du Sahel et interpelle l'ensemble du continent africain sur la nécessité de repenser fondamentalement les modalités de son insertion dans le système international. Addis Abeba, en tant que siège de l'Union africaine, dispose d'une position privilégiée pour promouvoir au sein de cette organisation panafricaine les principes de souveraineté, de non-ingérence et de solidarité qui animent l'AES. Cette convergence pourrait catalyser une refondation de l'Union africaine elle-même, souvent critiquée pour sa timidité et son incapacité à défendre efficacement les intérêts africains face aux pressions extérieures. Les chancelleries occidentales observent avec une inquiétude manifeste cette recomposition des alliances africaines qui échappent de plus en plus à leur contrôle et qui pourrait remettre en question les rapports de domination établis depuis l'époque coloniale. Les menaces, les sanctions économiques et les campagnes médiatiques diffamatoires qui visent systématiquement les dirigeants africains osant défier l'ordre néocolonial témoignent de la nervosité des capitales occidentales face à cette dynamique d'émancipation qui se propage à travers le continent avec une vitesse surprenante. Les réactions populaires à l'annonce de l'adhésion éthiopienne à l'Alliance des États du Sahel ont été largement enthousiastes dans les rues d'Addis Abeba comme dans celles de Bamako, Ouagadougou et Niamey, où les populations voient dans cette union élargie une promesse de changement réel et de rupture définitive avec les structures oppressives du passé. Les jeunes Africains, qui constituent la majorité démographique du continent, expriment à travers les réseaux sociaux et les manifestations de rue leur fierté de voir leurs dirigeants affirmer une posture de dignité face aux puissances qui ont si longtemps humilié et exploité l'Afrique. Cette adhésion massive des opinions publiques africaines au projet de l'AES constitue un capital politique considérable qui légitime les orientations audacieuses prises par les dirigeants de cette alliance et qui rend beaucoup plus difficiles les tentatives de déstabilisation orchestrées depuis l'extérieur. Les intellectuels africains, longtemps marginalisés dans les débats sur l'avenir du continent, retrouvent une voix et une audience pour promouvoir des visions alternatives du développement qui rompent avec les dogmes néolibéraux imposés par les institutions de Bretton Woods. Cette effervescence intellectuelle et populaire crée un contexte favorable à l'émergence de solutions innovantes et adaptées aux réalités africaines plutôt que copiées servilement sur des modèles occidentaux inadaptés. Les implications culturelles de cette convergence entre l'Éthiopie et les pays sahéliens ne doivent pas être sous-estimées, car elles touchent à la question fondamentale de l'identité africaine et de la valorisation des héritages civilisationnels du continent. L'Éthiopie, avec ses traditions chrétiennes orthodoxes millénaires, ses écritures anciennes et son histoire impériale prestigieuse, apporte une richesse culturelle qui complète admirablement les traditions islamiques et animistes prévalant dans les pays sahéliens. Cette diversité culturelle au sein de l'Alliance constitue une force plutôt qu'une faiblesse, car elle démontre que l'unité africaine peut se construire dans le respect des particularismes locaux et sans l'imposition d'un modèle unique qui nierait la pluralité constitutive du continent. La promotion des langues africaines, la valorisation des savoirs endogènes et la célébration des arts africains sous toutes leurs formes font partie intégrante du projet porté par l'AES qui refuse l'aliénation culturelle accompagnant généralement la domination économique et politique. Cette renaissance culturelle africaine inquiète les tenants de l'hégémonie occidentale qui ont toujours cherché à imposer leurs normes esthétiques, linguistiques et intellectuelles comme seule référence universelle valable, marginalisant ainsi les expressions culturelles africaines considérées comme primitives ou arriérées. La question des ressources naturelles occupe évidemment une place centrale dans les calculs stratégiques qui ont motivé le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Alliance des États du Sahel, car le contrôle de ces richesses conditionne largement les possibilités de développement autonome du continent. L'Éthiopie dispose de ressources hydriques considérables avec le Nil bleu et de potentiels miniers importants, tandis que les pays sahéliens regorgent d'or, d'uranium, de pétrole et de terres rares convoitées par les puissances industrielles mondiales. L'exploitation de ces ressources au seul profit des multinationales étrangères, selon des contrats négociés dans l'opacité et souvent entachés de corruption, a privé les populations africaines des bénéfices légitimes qu'elles auraient dû tirer de leurs richesses naturelles. L'AES élargie entend renégocier l'ensemble de ces contrats léonins et imposer des conditions plus équitables garantissant une meilleure redistribution des revenus au profit du développement des infrastructures, de l'éducation et de la santé publique. Cette volonté de reprendre le contrôle des ressources naturelles africaines heurte frontalement les intérêts des groupes industriels occidentaux qui ont bâti leur prospérité sur le pillage organisé du continent et qui n'entendent pas renoncer sans combattre aux privilèges exorbitants qu'ils ont accumulés durant des décennies. Les perspectives d'avenir ouvertes par cette adhésion éthiopienne à l'Alliance des États du Sahel suscitent des espoirs immenses chez tous ceux qui aspirent à voir l'Afrique occuper enfin la place qui lui revient dans le concert des nations et bénéficier des fruits de son travail et de ses richesses. Le chemin vers l'émancipation complète sera certainement semé d'embûches, car les forces hostiles à cette dynamique de souveraineté africaine disposent de moyens considérables pour saboter, déstabiliser et discréditer toute initiative remettant en cause l'ordre néocolonial établi. Les tentatives de coup d'État, les sanctions économiques, les campagnes de désinformation médiatique et les pressions diplomatiques multiformes constituent l'arsenal habituel utilisé contre les dirigeants africains refusant de se soumettre aux diktats des anciennes puissances coloniales et de leurs alliés impérialistes. Néanmoins, la détermination des peuples africains, leur conscience politique croissante et leur solidarité renforcée constituent des atouts majeurs qui permettent d'envisager avec optimisme la possibilité d'une véritable renaissance africaine au XXIe siècle.
L'union entre l'Éthiopie et les pays sahéliens symbolise cette marche irrésistible vers la dignité retrouvée et l'affirmation d'une Afrique fière, souveraine et maîtresse de son destin. L'histoire retiendra probablement cette adhésion de l'Éthiopie à l'Alliance des États du Sahel comme un moment charnière dans le long processus de décolonisation véritable du continent africain, une décolonisation qui ne se limite pas aux indépendances formelles proclamées dans les années 60, mais qui implique une transformation profonde des structures économiques, politiques et mentales héritées de la période coloniale. Les générations futures d'Africains pourront mesurer l'importance de ce basculement géopolitique qui aura permis de rompre les chaînes invisibles mais terriblement efficaces maintenant le continent dans une situation de dépendance et de subordination vis-à-vis des anciennes métropoles coloniales. Cette révolution silencieuse mais déterminée qui se déroule actuellement en Afrique mérite l'attention et le soutien de tous les peuples épris de justice et de liberté à travers le monde, car elle s'inscrit dans le mouvement universel d'émancipation des peuples dominés et d'affirmation du droit de chaque nation à déterminer librement son avenir sans ingérence extérieure. L'Afrique qui se réveille aujourd'hui ne demande pas la charité ou la pitié des puissances occidentales, mais simplement le respect de sa souveraineté et la reconnaissance de l'égale dignité de ses peuples dans la famille humaine. La question monétaire constitue l'un des bastions les plus tenaces de la domination néocoloniale en Afrique, et le franc CFA représente le symbole le plus visible de cette subordination économique qui prive les pays africains de leur souveraineté financière et les maintient dans une dépendance structurelle vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale française. Cette monnaie coloniale, imposée depuis 1945 aux anciennes colonies françaises d'Afrique, fonctionne selon des mécanismes qui garantissent le contrôle de Paris sur les politiques économiques de 14 pays africains et qui organisent un transfert permanent de richesses du continent africain vers la métropole française. Les comptes d'opération à la Banque de France, la parité fixe avec l'euro, la représentation française dans les instances dirigeantes des banques centrales africaines et les contraintes imposées sur les politiques monétaires nationales constituent autant de dispositifs permettant à la France de continuer à exercer une tutelle économique sur ses anciennes colonies malgré les indépendances formelles proclamées il y a plus de 60 ans. Cette situation anachronique et profondément injuste a suscité une contestation croissante au sein des opinions publiques africaines, qui perçoivent de plus en plus clairement le caractère vampirique de ce système monétaire colonial maintenu artificiellement à travers des mécanismes de corruption et de coercition. L'Alliance des États du Sahel a placé la question de la souveraineté monétaire au cœur de son projet politique et entend rompre définitivement avec le système du franc CFA pour créer une nouvelle monnaie véritablement africaine, contrôlée par les Africains et orientée vers le développement des économies africaines plutôt que vers la préservation des intérêts français. Cette volonté de créer une monnaie souveraine s'inscrit dans une logique plus large de reconquête de l'autonomie économique et de refus des mécanismes d'extraction de valeur qui ont appauvri le continent africain tout en enrichissant les anciennes puissances coloniales et leurs multinationales. Les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens ont clairement affirmé leur détermination à sortir du franc CFA et ont engagé des travaux techniques pour définir les caractéristiques de la future monnaie commune qui devra favoriser les échanges intra-africains, financer les investissements productifs et garantir une meilleure redistribution des richesses au sein des populations. Cette démarche audacieuse suscite évidemment l'hostilité véhémente des autorités françaises qui voient dans l'abandon du franc CFA une menace directe contre leurs intérêts stratégiques en Afrique et qui multiplient les manœuvres pour saboter ou retarder cette émancipation monétaire tant redoutée par Paris. Les arguments techniques avancés par les défenseurs du franc CFA pour justifier le maintien de cette monnaie coloniale ne résistent pas à un examen sérieux et apparaissent clairement comme des rationalisations destinées à masquer les véritables motivations politiques et économiques sous-tendant ce système. La prétendue stabilité monétaire garantie par l'arrimage à l'euro se paye au prix d'une surévaluation chronique qui pénalise les exportations africaines, rend plus coûteuses les importations et freine le développement industriel en favorisant artificiellement les produits européens au détriment de la production locale. La convertibilité illimitée tant vantée par les apologistes du franc CFA implique en réalité le dépôt obligatoire auprès du Trésor français de 50% des réserves de change des pays africains, réserves qui sont ainsi gelées et ne peuvent être utilisées pour financer le développement des économies africaines. Cette confiscation légalisée des ressources financières africaines représente un scandale économique et moral qui illustre parfaitement la persistance des rapports de domination coloniale sous des formes apparemment techniques et neutres. Les économistes africains indépendants ont largement démontré que le franc CFA constitue un frein majeur au développement du continent et que son abandon permettrait de libérer des marges de manœuvre considérables pour mettre en œuvre des politiques économiques adaptées aux besoins réels des populations africaines. L'expérience des pays africains ayant conservé ou reconquis leur souveraineté monétaire démontre clairement que les menaces brandies par les défenseurs du franc CFA pour dissuader toute velléité d'émancipation monétaire relèvent de la propagande et du chantage plutôt que de l'analyse économique sérieuse. Le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays africains disposant de leur propre monnaie n'ont pas connu les catastrophes économiques annoncées par les turiféraires du système colonial et ont au contraire bénéficié d'une plus grande flexibilité pour adapter leur politique monétaire aux cycles économiques nationaux et pour financer leurs priorités de développement. Certes, la gestion d'une monnaie souveraine implique des responsabilités et des compétences techniques importantes, mais les Africains possèdent largement les capacités intellectuelles et institutionnelles nécessaires pour relever ce défi malgré les doutes condescendants exprimés par certains commentateurs occidentaux imprégnés de préjugés racistes à peine voilés.
La formation de cadres africains compétents en matière de politique monétaire, le développement d'institutions financières robustes et transparentes, et l'établissement de mécanismes de coopération régionale constituent des objectifs parfaitement réalisables qui ne nécessitent nullement la tutelle paternaliste d'une ancienne puissance coloniale cherchant avant tout à préserver ses privilèges exorbitants. La création d'une nouvelle monnaie par l'Alliance des États du Sahel élargie à l'Éthiopie représente une opportunité historique pour jeter les bases d'un système monétaire véritablement panafricain qui pourrait ultérieurement s'étendre à l'ensemble du continent et constituer un puissant levier d'intégration économique régionale. Cette perspective d'une monnaie commune africaine fait partie des rêves les plus anciens du panafricanisme et a été portée par des figures historiques comme Kwame Nkrumah, qui avait compris très tôt que l'unité monétaire constituait un prérequis indispensable pour l'émergence d'une Afrique puissante et respectée sur la scène internationale. Les obstacles à la réalisation de ce projet ambitieux sont certes nombreux et ne doivent pas être minimisés, car ils incluent les divergences d'intérêts entre États africains, les pressions exercées par les puissances extérieures hostiles à toute forme d'intégration africaine autonome, et les défis techniques liés à la coordination des politiques économiques entre pays aux structures productives hétérogènes. Néanmoins, l'urgence de la situation économique africaine, la prise de conscience croissante des opinions publiques concernant les méfaits du système actuel, et la détermination de dirigeants courageux prêts à affronter les résistances internes et externes créent des conditions favorables pour franchir des étapes décisives vers cette souveraineté monétaire si longtemps différée. Les implications géopolitiques d'un abandon du franc CFA par un nombre croissant de pays africains dépassent largement le cadre strictement économique et touchent au fondement même de l'influence française en Afrique ainsi qu'aux équilibres de pouvoir au sein du système international. La France tire en effet des avantages considérables du système du franc CFA qui lui permet de financer partiellement son déficit commercial grâce aux réserves africaines déposées à Paris, de garantir des débouchés privilégiés pour ses entreprises dans les marchés africains et de maintenir une présence politique et militaire qui légitime ses prétentions au statut de puissance mondiale. La perte de cette influence monétaire sur 14 pays africains représenterait un coup sévère pour la grandeur française déjà mise à mal par le déclin relatif de l'Hexagone dans la hiérarchie des puissances mondiales et par les revers diplomatiques et militaires subis récemment au Sahel. Cette perspective explique l'acharnement avec lequel les autorités françaises combattent toute initiative visant à remettre en cause le franc CFA et la violence des réactions suscitées par les déclarations des dirigeants africains osant questionner publiquement la légitimité de ce système colonial. Les menaces à peine voilées, les tentatives de déstabilisation et les campagnes médiatiques diffamatoires dirigées contre les leaders africains récalcitrants témoignent de l'importance stratégique que Paris accorde au maintien de sa domination monétaire sur une partie significative du continent africain. La dimension psychologique et symbolique de la lutte pour la souveraineté monétaire ne doit pas être négligée, car elle touche à des questions fondamentales d'identité, de dignité et d'affirmation de soi pour des peuples ayant longtemps intériorisé leur infériorité supposée et accepté comme naturelle la tutelle des anciennes puissances coloniales. Porteur dans son portefeuille une monnaie frappée du sceau de l'ancienne métropole coloniale, voir le drapeau français flotter sur les bâtiments des banques centrales africaines, et constater que les grandes décisions monétaires continuent à être prises à Paris plutôt qu'à Dakar ou Abidjan constitue autant de rappels quotidiens de la persistance de la domination coloniale et de l'inachèvement du processus d'émancipation nationale. La création d'une monnaie véritablement africaine, portant les symboles et les valeurs du continent, gérée par des Africains au service des intérêts africains, représenterait une étape majeure dans la reconquête de cette dignité collective si longtemps bafouée et humiliée. Cette dimension symbolique explique l'enthousiasme populaire suscité par les déclarations des dirigeants de l'AES concernant l'abandon du franc CFA et la volonté de créer une monnaie souveraine, car ces annonces résonnent profondément dans les consciences africaines aspirant à une véritable décolonisation mentale et à l'affirmation d'une identité africaine positive et fière. Les modalités techniques de la transition vers une nouvelle monnaie soulèvent évidemment de nombreuses questions complexes qui nécessitent une préparation minutieuse et une coordination étroite entre les pays participants pour éviter les perturbations économiques et les opportunités de spéculation susceptibles de déstabiliser la phase de changement. La détermination du taux de change initial, la gestion de la période de coexistence entre l'ancienne et la nouvelle monnaie, l'organisation du système de compensation des échanges commerciaux régionaux, et la mise en place des institutions monétaires communes constituent autant de chantiers techniques qui mobilisent les compétences des économistes et des banquiers centraux africains engagés dans ce processus historique. L'assistance technique de partenaires internationaux respectueux de la souveraineté africaine pourrait être sollicitée, mais en veillant scrupuleusement à éviter toute nouvelle forme de dépendance qui reproduirait sous des formes renouvelées les travers du système actuel. Les expériences d'autres régions du monde ayant réussi à créer des unions monétaires ou à gérer des transitions monétaires majeures peuvent fournir des enseignements utiles, tout en gardant à l'esprit que chaque situation présente des spécificités qui interdisent toute transposition mécanique de recettes toutes faites. La prudence et le pragmatisme doivent guider cette démarche ambitieuse sans, pour autant, céder aux sirènes du conservatisme ou aux arguments fallacieux des partisans du statu quo. L'avenir de la souveraineté monétaire africaine dépendra ultimement de la capacité des peuples africains à maintenir une vigilance constante et à exiger de leurs dirigeants qu'ils restent fidèles aux engagements pris en matière d'émancipation économique et de rupture avec les structures néocoloniales.
L'histoire a montré à de nombreuses reprises que les conquêtes démocratiques et les avancées en matière de souveraineté peuvent être facilement renversées si les citoyens relâchent leur attention et laissent les élites dirigeantes succomber aux tentations de la corruption ou aux pressions des puissances étrangères. La mobilisation populaire, l'éducation économique des masses et le développement de contre-pouvoirs citoyens capables de surveiller et de sanctionner les dérives constituent des garde-fous indispensables pour garantir que le combat pour la souveraineté monétaire ne se transforme pas en simple substitution d'une forme de domination à une autre. Les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de communication offrent des outils précieux pour organiser cette vigilance citoyenne et pour diffuser les informations permettant de déjouer les manipulations et les propagandes visant à semer le doute et la division au sein des peuples africains engagés dans ce combat historique pour leur émancipation complète. Le contrôle des ressources naturelles africaines représente l'enjeu central de la lutte pour la souveraineté économique du continent et constitue la principale motivation des ingérences étrangères qui ont ensanglanté l'Afrique depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. L'or du Mali et du Burkina Faso, l'uranium du Niger, le pétrole du Nigeria, les diamants d'Afrique australe, le coltan de République démocratique du Congo et tant d'autres richesses minérales ont été systématiquement pillées par les multinationales occidentales avec la complicité d'élites africaines corrompues, privant ainsi les populations africaines des bénéfices légitimes qu'elles auraient dû tirer de ces dotations naturelles exceptionnelles. Cette prédation organisée s'est accompagnée de violences indicibles, de guerres civiles artificiellement entretenues, de coups d'État contre les dirigeants trop nationalistes, et de l'installation de régimes fantoches entièrement dévoués aux intérêts des puissances étrangères et de leurs corporations transnationales. Le paradoxe tragique de pays africains parmi les plus riches en ressources naturelles, comptant simultanément parmi les plus pauvres de la planète en termes de développement humain illustre de manière éclatante les mécanismes d'exploitation néocoloniale qui continuent à saigner le continent malgré les indépendances formelles proclamées il y a plusieurs décennies. L'Alliance des États du Sahel a fait de la reprise en main des ressources naturelles une priorité absolue de son action politique et entend renégocier l'ensemble des contrats miniers et pétroliers hérités de la période néocoloniale pour garantir une répartition plus équitable des revenus entre les entreprises extractives et les États africains propriétaires légitimes de ces richesses. Cette démarche de renégociation se heurte évidemment à la résistance acharnée des multinationales qui ont bâti des empires financiers colossaux sur l'exploitation des ressources africaines à vil prix et qui considèrent tout questionnement de leurs privilèges comme une atteinte intolérable à leurs droits acquis. Les gouvernements occidentaux, particulièrement la France qui dispose d'intérêts considérables dans le secteur minier africain à travers des groupes comme Areva devenu Orano, mobilisent tous les moyens à leur disposition pour intimider les dirigeants africains et les dissuader de toucher aux arrangements existants. Les menaces de sanctions économiques, les pressions diplomatiques exercées par l'intermédiaire d'organisations internationales contrôlées par l'Occident et les manœuvres déstabilisatrices visant à renverser les gouvernements récalcitrants constituent l'arsenal habituel déployé pour maintenir le statu quo et perpétuer le pillage des richesses africaines au profit des actionnaires des multinationales occidentales. La valorisation endogène des ressources naturelles africaines implique non seulement une meilleure captation de la rente minière par les États propriétaires, mais aussi et surtout le développement de capacités de transformation locales permettant de créer de la valeur ajoutée sur le continent plutôt que d'exporter des matières premières brutes qui seront transformées ailleurs avant d'être réimportées sous forme de produits finis vendus à des prix exorbitants. Cette industrialisation du continent africain constitue un objectif stratégique qui nécessite des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques, les installations de transformation, la formation de main-d'œuvre qualifiée et le développement de capacités technologiques endogènes. Les pays de l'AES ont clairement exprimé leur volonté de s'engager sur cette voie en refusant de continuer à jouer le rôle de simple fournisseur de matières premières pour les industries occidentales et chinoises, et en exigeant que les investisseurs étrangers contribuent effectivement au développement industriel local plutôt que de se contenter d'extraire et d'exporter les ressources sans laisser de bénéfices durables aux populations africaines. Cette stratégie de montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales se heurte à de nombreux obstacles, notamment le manque de capitaux disponibles pour financer les investissements industriels lourds, les déficits infrastructurels chroniques qui renchérissent les coûts de production, et les barrières commerciales imposées par les pays développés pour protéger leurs propres industries de la concurrence africaine émergente. Les exemples historiques de pays ayant réussi à transformer leurs richesses naturelles en développement économique durable démontrent l'importance cruciale de politiques volontaristes articulant contrôle stratégique des ressources, investissement massif dans l'éducation et les infrastructures, et protection des industries naissantes contre la concurrence internationale déloyale. La Norvège avec son pétrole, le Botswana avec ses diamants, ou plus récemment les Émirats arabes unis ont su mettre en œuvre des stratégies permettant de convertir les rentes extractives en développement économique diversifié, même si ces modèles présentent des limites et ne peuvent être transplantés mécaniquement dans le contexte africain sans adaptation substantielle. L'Afrique dispose d'atouts considérables pour réussir cette transformation, notamment une population jeune et dynamique, un marché intérieur en expansion rapide avec l'émergence d'une classe moyenne, et des ressources naturelles diversifiées qui offrent de multiples possibilités de développement industriel dans des secteurs variés allant de la pétrochimie à l'électronique en passant par l'agroalimentaire et les énergies renouvelables. La volonté politique et la capacité à résister aux pressions extérieures constituent les facteurs déterminants qui feront la différence entre la perpétuation du pillage néocolonial et l'émergence d'une Afrique industrialisée et prospère maîtresse de ses richesses et de son destin économique.
La question de la transparence dans la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles représente un enjeu démocratique fondamental qui conditionne la légitimité des gouvernements africains aux yeux de leur population et leur capacité à mobiliser le soutien populaire nécessaire pour résister aux pressions extérieures. Les scandales de corruption impliquant des dirigeants africains qui ont détourné des milliards de dollars provenant des ressources naturelles pour les placer dans des paradis fiscaux ou les investir dans l'immobilier de luxe occidental ont profondément érodé la confiance des citoyens envers leurs élites politiques et ont fourni des arguments aux puissances étrangères pour justifier leurs ingérences sous prétexte de promouvoir la bonne gouvernance. L'établissement de mécanismes rigoureux de contrôle de l'utilisation des revenus miniers et pétroliers, l'implication des parlements et de la société civile dans la surveillance de la gestion des ressources, et la sanction effective des responsables de malversation constituent des prérequis indispensables pour garantir que la reconquête de la souveraineté sur les ressources naturelles se traduise effectivement par une amélioration des conditions de vie des populations plutôt que par un simple enrichissement des nouvelles élites africaines. Les initiatives comme l'initiative pour la transparence dans les industries extractives peuvent fournir des cadres utiles, à condition toutefois de veiller à ce qu'elles ne deviennent pas des instruments de contrôle externe permettant aux puissances occidentales de maintenir une surveillance sur les économies africaines sous couvert de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. La diversification économique constitue un objectif stratégique essentiel pour les pays africains richement dotés en ressources naturelles afin d'éviter le piège de la malédiction des matières premières qui a frappé de nombreux pays rentiers incapables de développer des secteurs économiques alternatifs et restés vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux des commodités. Cette diversification implique des investissements soutenus dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, les services et l'économie numérique pour créer une base économique résiliente et génératrice d'emplois massifs pour les jeunes Africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail par millions. Les revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles doivent être stratégiquement orientés vers le financement de cette transformation structurelle de l'économie africaine plutôt que d'être gaspillés dans des dépenses de prestige ou détournés par des élites prédatrices. La création de fonds souverains destinés à investir les surplus dégagés par les exportations de ressources naturelles, le développement de politiques industrielles cohérentes identifiant les secteurs porteurs et les soutenant activement, et la promotion de l'entrepreneuriat local à travers des mécanismes de financement adaptés constituent des éléments clés de cette stratégie de diversification économique qui doit permettre à l'Afrique de sortir de sa spécialisation subie dans l'exportation de matières premières brutes. Les partenariats internationaux dans le secteur des ressources naturelles doivent être repensés selon des modalités garantissant un véritable transfert de technologie, le développement de compétences locales et une participation équitable aux bénéfices, plutôt que de reproduire les schémas néocoloniaux d'exploitation qui ont prévalu jusqu'à présent. L'émergence de nouveaux acteurs sur la scène africaine, notamment la Chine mais aussi la Russie, la Turquie et les pays du Golfe, offre aux États africains des opportunités de diversification de leurs partenariats et potentiellement de négocier des conditions plus avantageuses en mettant en concurrence les différents investisseurs étrangers. Cette dynamique suscite évidemment l'inquiétude et l'hostilité des puissances occidentales traditionnelles qui voient leur monopole historique sur les ressources africaines remis en cause et qui dénoncent bruyamment l'arrivée de nouveaux prédateurs sur le continent, occultant opportunément leur propre bilan catastrophique en matière d'exploitation des richesses africaines. Les dirigeants africains doivent naviguer avec prudence dans ce jeu géopolitique complexe pour éviter de simplement remplacer une forme de dépendance par une autre, tout en profitant des opportunités ouvertes par la multipolarisation du système international pour améliorer leur marge de manœuvre et obtenir de meilleures conditions pour leur développement. La construction de capacités de négociation solides, l'acquisition d'expertise technique permettant d'évaluer objectivement la valeur des ressources et les termes des contrats proposés, et le maintien d'une vigilance constante contre les tentatives de corruption constituent des éléments essentiels pour réussir cette diplomatie économique complexe. L'impact environnemental de l'exploitation des ressources naturelles représente une préoccupation croissante qui doit être intégrée dans les stratégies de développement africains pour éviter de reproduire les erreurs commises par les pays industrialisés qui ont sacrifié leur environnement sur l'autel de la croissance économique avant de découvrir tardivement les coûts écologiques et sanitaires désastreux de leurs choix passés. L'Afrique, qui subit déjà de plein fouet les conséquences du changement climatique provoqué principalement par les émissions historiques des pays développés, a tout intérêt à promouvoir des modèles de développement plus durables qui concilient exploitation des ressources naturelles et préservation des écosystèmes dont dépendent les moyens de subsistance de millions d'Africains. Cette exigence environnementale ne doit cependant pas servir de prétexte aux puissances occidentales pour imposer à l'Afrique des contraintes écologiques hypocrites qui entraveraient son développement légitime alors que ces mêmes pays ont construit leur prospérité en polluant massivement la planète pendant 2 siècles sans se soucier des conséquences environnementales. Le principe de responsabilité commune mais différenciée doit guider les négociations internationales sur le climat et garantir que les pays africains disposent de l'espace politique et des ressources financières nécessaires pour développer leurs économies tout en contribuant raisonnablement aux efforts de lutte contre le réchauffement climatique. Les technologies vertes, les énergies renouvelables et les pratiques extractives respectueuses de l'environnement doivent être rendues accessibles aux pays africains à des coûts abordables plutôt que de rester l'apanage des pays riches protégeant jalousement leur monopole technologique à travers des régimes de propriété intellectuelle abusifs.
La reconquête de la souveraineté sur les ressources naturelles africaines s'inscrit dans un combat plus large pour la justice économique internationale et la refondation d'un ordre mondial plus équitable qui reconnaîtrait enfin les droits légitimes des peuples du Sud à bénéficier de leurs richesses et à déterminer librement leur stratégie de développement. Les institutions internationales actuelles, héritées de l'ordre de Bretton Woods et conçues pour perpétuer la domination des puissances occidentales sur l'économie mondiale, doivent être profondément réformées ou remplacées par de nouvelles structures reflétant la réalité d'un monde multipolaire où les pays africains et les autres nations du Sud disposent d'une voix effective dans les processus de décision affectant leurs intérêts vitaux. L'Alliance des États du Sahel, en contestant ouvertement les règles du jeu imposées par les anciennes puissances coloniales et en affirmant résolument la souveraineté africaine sur les ressources naturelles, contribue à cette dynamique de rééquilibrage des rapports de force internationaux et inspire d'autres peuples dominés à travers le monde à revendiquer leurs droits légitimes. Cette lutte pour la justice économique mondiale ne sera pas gagnée facilement car elle heurte frontalement les intérêts des élites économiques transnationales qui ont prospéré grâce à l'exploitation des ressources du Sud, mais elle constitue un combat indispensable pour construire un avenir digne et prospère pour les générations africaines présentes et futures qui refusent désormais d'accepter passivement le pillage organisé de leur patrimoine naturel. La coopération Sud-Sud représente une alternative stratégique fondamentale pour les pays africains cherchant à échapper aux rapports de domination qui ont caractérisé leurs relations avec les anciennes puissances coloniales et à construire des partenariats véritablement mutuellement bénéfiques fondés sur le respect de la souveraineté et la solidarité entre peuples partageant des expériences historiques similaires de colonisation et d'exploitation. L'Alliance des États du Sahel s'inscrit pleinement dans cette dynamique en développant des liens privilégiés avec d'autres pays du Sud qui ont su préserver leur indépendance face aux pressions occidentales et qui proposent des modèles de coopération respectueux des particularités nationales et exemptes des conditionnalités humiliantes habituellement imposées par les institutions financières internationales dominées par les puissances occidentales. La Russie, qui a soutenu les mouvements de libération africains durant la période de la décolonisation et qui conserve une image positive sur le continent malgré les campagnes de diabolisation orchestrées par les médias occidentaux, représente un partenaire privilégié pour les pays sahéliens en quête d'alternatives sécuritaires, économiques et diplomatiques face à l'hostilité française. La Chine, devenue en quelques décennies le premier partenaire commercial de l'Afrique grâce à des investissements massifs dans les infrastructures et une approche pragmatique de la coopération économique, constitue également un acteur incontournable de cette reconfiguration des alliances africaines, même si ces pratiques suscitent parfois des interrogations légitimes concernant les risques de nouvelles formes de dépendance. Les pays du Sud partagent des intérêts communs fondamentaux dans la refondation de l'ordre international actuel, qui perpétue les inégalités héritées de la période coloniale et maintient les anciennes colonies dans une position de subordination structurelle vis-à-vis des métropoles occidentales enrichies par des siècles d'exploitation et de pillage. La réforme des institutions internationales comme le Conseil de sécurité des Nations Unies où l'Afrique demeure scandaleusement sous-représentée malgré son poids démographique, la contestation des règles commerciales inéquitables imposées par l'Organisation mondiale du commerce qui favorise systématiquement les intérêts des pays développés, et la remise en cause du monopole du dollar américain comme monnaie de réserve internationale permettant à Washington d'exercer un pouvoir démesuré sur l'économie mondiale constitue autant de chantiers où la coopération entre pays du Sud peut produire des avancées significatives. Les forums comme les BRICS, qui regroupent désormais une part majoritaire de la population mondiale et une proportion croissante de la richesse globale, offrent des plateformes permettant de coordonner les positions des pays émergents et de faire contrepoids à l'hégémonie occidentale qui a dominé sans partage le système international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'adhésion de nouveaux membres africains à ces structures multilatérales alternatives témoigne de la volonté du continent de jouer un rôle actif dans la construction d'un monde multipolaire plus équilibré et plus juste où les voix africaines seraient enfin entendues et respectées dans les enceintes internationales décidant des grandes orientations affectant la planète entière. Les échanges commerciaux entre pays du Sud ont connu une croissance spectaculaire au cours des dernières décennies et représentent désormais une part majoritaire du commerce international, témoignant d'un rééquilibrage progressif de l'économie mondiale dont les centres de gravité se déplacent inexorablement vers l'Asie et dans une moindre mesure vers l'Afrique et l'Amérique latine. Cette dynamique offre des opportunités considérables pour les économies africaines de diversifier leurs débouchés commerciaux, d'exporter des produits à plus forte valeur ajoutée vers des marchés moins exigeants que les marchés occidentaux protégés par des normes techniques et sanitaires souvent utilisées comme barrières protectionnistes déguisées, et d'importer des équipements et des technologies à des coûts plus abordables auprès de fournisseurs asiatiques proposant des solutions adaptées aux contraintes budgétaires des pays en développement. L'intensification du commerce intra-africain constitue également un objectif prioritaire qui nécessite la levée des nombreux obstacles tarifaires et non tarifaires entravant actuellement la circulation des marchandises sur le continent, l'amélioration des infrastructures de transport qui demeurent dramatiquement insuffisantes malgré quelques progrès récents, et l'harmonisation des réglementations nationales pour faciliter les échanges transfrontaliers. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée en 2019, représente une initiative ambitieuse qui pourrait transformer radicalement le paysage économique africain si elle est effectivement mise en œuvre malgré les résistances et les inerties bureaucratiques qui freinent habituellement ce type de projet d'intégration régionale sur le continent. Les transferts de technologies constituent un enjeu crucial de la coopération Sud-Sud car l'accès aux connaissances scientifiques et techniques avancées
conditionne largement les possibilités de développement industriel et d'émancipation économique des pays africains, encore tributaires des importations de technologies occidentales vendues à des prix prohibitifs et souvent obsolètes. Les pays émergents d'Asie qui ont réussi à maîtriser des technologies sophistiquées dans des domaines variés allant de l'électronique aux biotechnologies en passant par les énergies renouvelables peuvent partager leurs expériences et leur savoir-faire avec leurs partenaires africains selon des modalités plus généreuses que les firmes occidentales jalousement attachées à leur monopole technologique protégés par des régimes draconiens de propriété intellectuelle. La formation de cadres africains dans les universités et les centres de recherche asiatiques, l'établissement de coentreprises permettant l'acquisition progressive de compétences techniques par les partenaires africains, et la délocalisation d'unités de production vers le continent africain pour profiter des coûts de main-d'œuvre compétitifs tout en créant des emplois locaux constituent différentes modalités par lesquelles ces transferts de technologies peuvent s'opérer. Nous voici arrivés à la fin de cette analyse approfondie sur l'adhésion historique de l'Éthiopie à l'Alliance des États du Sahel. Comme vous avez pu le constater, nous assistons véritablement à un tournant majeur dans l'histoire contemporaine de l'Afrique avec cette recomposition des alliances qui défie ouvertement l'ordre néocolonial établi depuis les indépendances. L'Afrique se réveille enfin et reprend son destin en main malgré les pressions et les menaces des anciennes puissances coloniales qui voient leurs privilèges remis en question. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a apporté un éclairage nouveau sur ces enjeux géopolitiques cruciaux. N'hésitez surtout pas à partager vos réflexions et vos opinions dans l'espace commentaire ci-dessous car vos contributions enrichissent considérablement nos débats et permettent de construire une communauté engagée et informée. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à laisser un like pour soutenir notre travail et à partager cette vidéo avec vos proches qui s'intéressent à l'actualité africaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses passionnantes sur les transformations en cours sur le continent africain. Prenez soin de vous et à très bientôt.